Mon beau-frère se vexe et gâche le barbecue de mes parents parce que j'ai proposé de l'aider à trouver un travail, mais celui qu'il finit par décrocher en prison est du genre le plus dangereux. Le week-end dernier, c'était notre barbecue familial mensuel. Ces réunions ont commencé après que mon père a eu une crise cardiaque l'année dernière, ce qui nous a vraiment fait peur. C'est notre façon de nous assurer que nous passons le temps qu'il nous reste ensemble en famille. Henri, 31 ans, le mari de ma demi-sœur marraine, 28 ans, avait l'habitude de manquer ses rendez-vous, toujours avec l'excuse d'avoir des entretiens d'embauche, mais cette fois, il est venu. Dès leur arrivée, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Marraine avait l'air absolument épuisée. Elle est infirmière et portait encore son uniforme froissé, comme si elle venait juste de finir son service. Henri la suivait, scotché à son téléphone, saluant à peine tout le monde. Tout l'après-midi, Henri est resté dans un coin du jardin, les yeux rivés sur son téléphone, tandis que Marraine aidait ma mère à préparer la nourriture et à nettoyer. Je regardais ma sœur faire des allers-retours entre la cuisine et le jardin, jetant un coup d'œil à Henri toutes les quelques minutes. Quand elle est rentrée chercher plus de boissons, je l'ai suivie pour vérifier si elle allait bien. Dès que nous avons été seuls dans la cuisine, Marraine m'a tout raconté. Elle s'est adossée au comptoir et a fondu en larmes en m'expliquant la situation. Ils avaient 3 mois de retard sur le loyer. Henri avait promis de chercher du travail, mais elle avait découvert qu'il n'avait envoyé aucune candidature depuis des semaines. Elle faisait des doubles services à l'hôpital, parfois jusqu'à 16 heures d'affilée, pour rentrer chez elle et trouver l'évier rempli de vaisselle, le linge pas fait, et Henri endormi sur le canapé, encore avec son casque de gamer sur la tête. En gros, il ne faisait rien pour aider. Le pire, c'est qu'elle avait caché tout ça à tout le monde. Elle m'a supplié de ne rien dire à nos parents, surtout à papa, car elle avait peur que le stress lui abîme le cœur. Elle se sentait honteuse, se blâmant pour tout. Elle répétait que si elle pouvait juste travailler un peu plus et prendre des heures supplémentaires pendant les fêtes, ils pourraient peut-être rattraper leurs factures. Je voulais les aider, mais pas avec de l'argent, avec du travail. Je connaissais un ami, 3, qui possédait une entreprise de construction florissante. Il cherchait toujours des ouvriers fiables et payait bien, à partir de 25 $ de l'heure avec avantage complet après 90 jours. Il proposait même une formation pour les personnes sans expérience. Je me suis dit que si je pouvais convaincre Henri d'y réfléchir, leur problème disparaîtrait. J'ai trouvé Henri seul dans le jardin, toujours rivé à son téléphone. J'ai essayé d'aborder le sujet en lui demandant comment se passait sa recherche d'emploi. Il m'a donné ses réponses vagues habituelles sur des pistes et des entreprises censées le recontacter. Quand j'ai mentionné l'entreprise de Troyes et l'opportunité de travail, tout son comportement a changé. Pour lui, ce n'était pas un vrai travail, c'était pour les gens sans études ou sans moyen de faire quelque chose de plus important. Je lui ai répondu que c'était un travail honnête qui payait les factures et mettait de la nourriture sur la table. C'est là qu'Henri a complètement explosé. Il s'est levé d'un bond, s'est approché de moi et a commencé à hurler que je n'avais aucun droit de me mêler de sa vie. Il pensait que je ne disais ça que pour l'humilier devant la famille, persuadé que je me sentais supérieur juste parce que j'étais allé à l'université. Le fait que j'aie seulement fréquenté un community college et travaillé pour payer mes études ne semblait pas compter pour lui. Marraine est accourue en entendant les cris. Je m'attendais à ce qu'elle voie à quel point Henri réagissait de façon irrationnelle, mais au contraire, elle a pris son parti. Elle a commencé à crier que je ne comprenais pas ce qu'il traversait, qu'Henri faisait de son mieux, et que je ne faisais que le faire se sentir encore plus mal dans sa peau. C'était comme si elle avait complètement oublié notre conversation dans la cuisine quelques heures plus tôt. Henri est parti furieux vers sa voiture, et Marraine l'a suivi en pleurant. Le barbecue s'est terminé brutalement. Mes parents m'ont pris à part pour me réprimander de ne pas m'occuper de mes affaires. Ai-je vraiment tout gâché? Aurais-je dû me taire et laisser ma demi-sœur continuer à souffrir en silence? Honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Maman a dit qu'Henri était un peu sensible sur le sujet du chômage et que ces choses-là prenaient du temps. Papa m'a révélé que Marraine leur avait dit qu'Henri travaillait avec un conseiller en orientation et avait de bonnes pistes d'emploi. C'était nouveau pour moi et complètement à l'opposé de ce que Marraine m'avait confié dans la cuisine. Je n'aurais jamais cru qu'un simple barbecue familial du week-end puisse si mal tourner. Cela fait 3 jours maintenant que j'y pense et je me sens toujours mal à propos de ce qui s'est passé. Avant de continuer, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ma relation avec ma demi-sœur. Dès le début, Marraine est entrée dans ma vie lorsque nos parents se sont mariés. J'avais 12 ans et elle en avait 8. Mon père m'avait pratiquement élevé seul depuis que ma mère était décédée quand j'avais 5 ans, et la mère de Marraine avait divorcé de son père alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Nous nous sommes rapidement rapprochés, probablement parce que nous savions toutes les deux ce que c'était d'avoir des pièces manquantes dans notre puzzle familial. Notre relation a toujours été bonne, nous ne nous sentions pas comme des demi-sœurs, mais comme de vraies sœurs, du genre qui s'entendent vraiment bien. Il y a 5 ans, Marraine a rencontré Henri pendant sa dernière année d'école d'infirmière. Il travaillait alors dans la vente pharmaceutique, gagnait bien sa vie et semblait avoir tout pour lui. Ils sont sortis ensemble pendant 6 mois avant de se marier lors d'une petite cérémonie. Je me souviens avoir eu quelques doutes sur la rapidité des choses, mais Marraine était tellement heureuse et sûre d'elle que je me suis dit qu'elle savait ce qu'elle faisait. Henri était charmant, savait faire rire tout le monde et semblait adorer ma sœur.
Il lui apportait le déjeuner à l'école, l'aidait à réviser ses examens d'infirmière, et participait même comme bénévole aux événements hospitaliers qu'elle organisait. Nos parents étaient ravis du choix de Marraine. La première année de leur mariage s'est bien passée. Marraine a obtenu son diplôme et a commencé à travailler comme infirmière à l'hôpital local, tandis qu'Henri continuait dans la vente. Ils ont acheté un petit appartement, adopté un chat, et semblaient tout avoir sous contrôle. Mais les choses ont commencé à se détériorer il y a environ 2 ans, quand Henri a perdu son emploi. Il a dit que l'entreprise se restructurait et que tout son service avait été licencié. À l'époque, cela semblait plausible, ces choses-là arrivent, et Henri avait toujours été un travailleur sérieux. Marraine a veillé à ce que leurs finances ne soient pas trop touchées en prenant des heures supplémentaires à l'hôpital pendant qu'Henri cherchait du travail. Elle répétait que ce n'était que temporaire, qu'Henri avait une excellente expérience et qu'il retrouverait vite quelque chose. Mais les semaines sont devenues des mois, et Henri était toujours sans emploi. Ses excuses sont devenues plus élaborées, toujours avec une raison pour ne pas accepter un poste, même quand on lui en proposait un. Pendant ce temps, Marraine a commencé à travailler plus de 60 heures par semaine. Au bout d'1 an de chômage pour Henri, j'ai commencé à remarquer des changements chez ma sœur. Elle avait maigri, et les cernes sous ses yeux étaient devenus permanents. Elle avait cessé de venir à nos dîners familiaux hebdomadaires, toujours avec une excuse, remplacer quelqu'un, trop fatigué, ou bien Henri ayant un entretien le lendemain et ayant besoin de son soutien. Par des amis communs, j'ai commencé à entendre des choses sur Henri. Pendant que Marraine enchaînait les doubles services, Henri passait ses journées à jouer aux jeux vidéo et ses soirées dans les bars avec ses amis. Il disait à Marraine qu'il faisait du réseautage ou qu'il avait des entretiens, mais des gens l'avaient vu au pub du coin en plein milieu de la journée. Un collègue de Marraine m'a dit avoir vu la voiture d'Henri garée plusieurs fois devant un casino en semaine. J'ai raconté tout ça à mes parents, mais ils ont toujours défendu Henri. Maman disait qu'il était probablement déprimé après avoir perdu son emploi. Il continuait d'insister que Marraine demanderait de l'aide si elle en avait besoin. Mais je connaissais ma sœur. Elle avait toujours été incroyablement indépendante, donc elle n'allait pas venir demander de l'aide. C'est une des choses que j'admirais le plus chez elle, mais aussi ce qui m'inquiétait le plus. Elle se tuerait à la tâche avant d'admettre qu'elle avait besoin d'aide. Toutes mes craintes se sont confirmées il y a 3 jours, après que Marraine m'a tout raconté dans la cuisine. Mais maintenant, en voyant les conséquences, l'impact a été brutal. Marraine ne me parle plus. Elle m'a seulement envoyé un long message disant que j'avais détruit des mois de progrès pour Henri et exigeant que je m'excuse. Elle affirme qu'il était sur le point de se reprendre en main avant que je n'intervienne. Mes parents pensent que j'ai dépassé les bornes et que j'aurais dû me tenir à l'écart. Même ma femme, qui d'ordinaire soutient mes décisions, m'a suggéré que j'avais peut-être choisi le mauvais moment pour aborder le sujet. Mais je n'arrête pas de repenser au visage de Marraine dans cette cuisine. Tout le monde agit comme si j'étais le méchant pour avoir pointé du doigt l'évidence, qu'un homme adulte est parfaitement heureux de laisser sa femme se tuer au travail pour les faire vivre pendant qu'il ne contribue en rien. Je ne peux pas m'empêcher de penser que parler était la bonne chose à faire, même si j'aurais pu m'y prendre autrement. Marraine est ma sœur, et je ne peux pas simplement rester là à la regarder se détruire en essayant de soutenir quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de s'aider lui-même. Mais maintenant, je suis le méchant de l'histoire, et Marraine est plus isolée que jamais. Eddie, oui, ils ont vendu le condo pour réduire les dépenses. Je crois que j'avais oublié de le préciser. Mise à jour 1. Ces 2 dernières semaines ont été un véritable enfer. Marraine ne me parle toujours pas, et la situation ne s'est pas du tout améliorée. Je dois écrire ceci tant que c'est encore frais, car je ne veux rien oublier de ce qui s'est passé hier soir. Après 14 jours d'appels et de messages sans réponse, j'ai décidé que je devais essayer d'arranger les choses, pas pour Henri, mais pour Marraine. Le dernier message que j'ai reçu d'elle était une photo de son mariage avec Henri, accompagné d'un texte disant que j'avais ruiné sa vie parfaite. Je me souvenais d'avoir pris cette photo. J'ai obtenu l'adresse actuelle d'Henri auprès de maman. Apparemment, lui et Marraine font une pause, idée de Marraine, selon maman, après leur dernière dispute à propos d'argent. Henri logeait depuis une semaine chez son ami Queen. Maman m'a fait promettre de ne pas y aller, disant qu'Henri avait besoin d'espace pour réfléchir à tout ça, mais je ne pouvais plus rester sans rien faire. Je suis arrivé chez Queen vers 19 h hier soir. L'immeuble était un taudis, avec des canettes de bière et des mégots de cigarettes jonchant le passage. J'entendais de la musique forte à l'intérieur. Quand j'ai frappé, la musique a baissé. Henri a ouvert la porte. Il était dans un état pitoyable, mal rasé, portant un t-shirt taché, puant l'alcool. Ses yeux étaient injectés de sang et il tenait à peine debout. Queen était au fond, visiblement mal à l'aise. J'ai dit à Henri que je voulais parler de ce qui s'était passé au barbecue et essayer d'aplanir les choses. Il m'a laissé entrer, en riant d'un rire amer et creux qui m'a donné la chair de poule. L'appartement était en désordre complet, bouteilles vides partout, boîtes de plats à emporter empilées, et ce qui ressemblait à des tickets de paris éparpillés sur la table basse. Henri a titubé jusqu'au canapé et a commencé à se lancer dans un monologue sur le fait que j'avais ruiné sa vie. D'après son discours ivre, Marraine ne cessait de le comparer à moi. Il m'a imité sur un ton sarcastique. « Pourquoi tu ne peux pas être plus responsable comme Alex ? Pourquoi tu ne peux pas garder un boulot comme Alex ?» Le truc, c'est que je sais que Marraine ne dirait jamais ça.
Elle a toujours été attentive à ne pas comparer les gens, sachant à quel point cela l'avait blessée quand on la comparait aux autres. Henri s'est de plus en plus agité en parlant. Il s'est approché et m'a planté son doigt dans la poitrine. J'ai essayé de rester calme, mais quand j'ai mentionné que ma reine était épuisée par ses doubles services, quelque chose en lui s'est brisé. Il a tenté de me frapper, pas très précisément, vu son état d'ivresse. J'ai réussi à esquiver, mais il a attrapé ma chemise et l'a déchirée. Quinn a dû le plaquer au sol pour le maintenir. Pendant que Quinn le retenait, Henri continuait de crier que je me croyais meilleur que lui et que je ne lui avais jamais donné sa chance. C'est alors que Quinn, toujours en train de lutter pour le maintenir, a commencé à parler. Il a dit que la vérité devait éclater, que tout ce qu'Henri avait raconté à tout le monde était un mensonge. Il n'y avait ni coach de carrière, ni entretien d'embauche, ni événement de réseautage. Henri passait ses journées à jouer aux jeux vidéo jusqu'à l'ouverture des bars, puis dépensait tout l'argent qu'il pouvait obtenir en alcool. Quinn m'a montré des textos sur son téléphone, des messages où Henri se vantait de manipuler ma reine. Il écrivait qu'elle avait trop peur d'être vue comme une ratée pour le quitter, et qu'il l'avait complètement sous son contrôle. Il plaisantait même sur le fait de prendre de l'argent dans son sac à main pendant qu'elle dormait. En plein milieu de tout ça, ma reine est arrivée. Elle suivait ma localisation parce que maman lui avait dit où j'étais. Nous avons tous le partage de localisation pour la sécurité. En voyant que j'étais chez l'ami d'Henri, elle m'a suivi. Mais au lieu d'être horrifiée par le comportement d'Henri ou par l'état de l'appartement, elle s'est retournée contre moi. Elle a commencé à crier que je les harcelais et que j'essayais de détruire leur mariage. Elle a agi comme si c'était de ma faute si Henri avait commencé à boire, disant qu'il était déprimé et que je ne faisais qu'empirer les choses. Quand j'ai essayé de lui parler des révélations de Quinn et de lui montrer les textos, elle a refusé de les regarder. Henri, furieux et violent quelques secondes plus tôt, a soudainement joué la carte du repentir. Il a commencé à pleurer, disant à ma reine qu'il ne buvait que parce qu'il se sentait inutile après ce que j'avais dit au barbecue. La manipulation était tellement écœurante que j'en avais la nausée, mais ma reine y a cru complètement. Elle s'est précipitée pour le réconforter tout en me lançant des regards noirs. Je suis parti parce qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Ma reine m'a suivi jusqu'à ma voiture. Elle m'a dit de rester loin de tous les deux, que j'avais déjà causé assez de dégâts. Elle a ajouté que si je tenais vraiment à elle, je la laisserais gérer son mariage sans m'en mêler. Le pire est arrivé ce matin. Maman m'a appelé pour me gronder. Apparemment, ma reine lui a dit que j'étais arrivé ivre chez Quinn et que j'avais essayé de pousser Henri à me frapper pour pouvoir porter plainte. C'est complètement faux, mais maman la croit. Elle m'a dit que je devais arrêter de provoquer Henri parce qu'il traverse une période difficile. J'ai la preuve qu'Henri manipule ma sœur, qu'il l'épuise financièrement et émotionnellement, mais elle est tellement dans le déni qu'elle ne le voit pas. Quinn veut aider, mais il a peur de perdre l'amitié d'Henri. Pendant ce temps, nos parents pensent que le problème, c'est moi. Je leur ai montré les preuves, et ils pensent qu'elles sont fabriquées. Comment aider quelqu'un qui s'accroche autant à sa propre destruction? Mise à jour 2. Je n'ai presque pas dormi depuis 3 jours, et mes mains tremblent encore en écrivant ceci. Tout a commencé lundi matin, quand Quinn m'a appelé complètement paniqué. Henri avait disparu sans laisser de traces. Il n'était pas revenu à l'appartement depuis 2 jours, ce qui n'était pas totalement inhabituel vu ses habitudes de boisson, mais cette fois, ça semblait différent. Son téléphone basculait directement sur la messagerie vocale, et il avait emporté toutes ses affaires de l'appartement de Quinn. Le signe final, Henri avait vendu sa Xbox avec tous ses jeux numériques, d'une valeur de plus de 800 $. J'ai immédiatement essayé d'appeler ma reine, mettant de côté nos problèmes récents, car j'étais vraiment inquiet qu'Henri fasse quelque chose de stupide. Elle a décroché dès la première sonnerie. Elle essayait de le localiser depuis samedi soir, lorsqu'il n'était pas rentré dîner après être revenu plus tôt dans la journée. Au début, elle pensait qu'il se défoulait simplement dans un bar, mais ensuite elle a remarqué qu'il manquait de l'argent dans son portefeuille et que sa carte de crédit était au plafond, avec des dépenses qu'elle ne reconnaissait pas. Nous avons passé les 24 heures suivantes à le chercher frénétiquement. Ma reine et moi avons fait le tour de tous les bars, casinos et salles de jeux qu'Henri fréquentait. Nous avons appelé les hôpitaux, contacté ses autres amis, et même joint ses parents divorcés dans l'Ohio. Ma reine passait de l'hystérie à la colère, pleurant qu'Henri pouvait être blessé quelque part, puis me reprochant de l'avoir poussé à bout avec notre confrontation de la semaine dernière. La percée est arrivée hier après-midi, quand le propriétaire d'un pub où Henri était un habitué m'a contacté. Il avait une vidéo de surveillance de samedi soir montrant Henri au bar. Mais Henri n'était pas seul, il était avec 2 hommes que le propriétaire reconnaissait comme des usuriers locaux. Ce genre de personnes traînent dans les bars parce que c'est l'endroit idéal pour trouver de nouveaux clients. Les images montraient les 3 hommes quittant les lieux ensemble vers minuit, Henri semblant nerveux mais partant volontairement. Le propriétaire m'a pris à part et m'a révélé qu'Henri empruntait apparemment de l'argent à ces types depuis des semaines. Ce que nous voyons sur la vidéo était probablement un recouvrement de dettes. Ma reine et moi sommes allés directement au commissariat. Comme Henri était parti volontairement et que 48 heures ne s'étaient pas encore écoulées, il ne pouvait pas faire grand-chose à part prendre nos informations. Pour l'agent, rien d'inhabituel, un adulte a le droit de disparaître s'il le souhaite, même après que nous lui ayons montré la vidéo. Il a juste dit qu'ils enquêteraient une fois l'avis de disparition officiellement ouvert.
Alors que nous étions assis sur le parking du commissariat, en train de décider quoi faire, Maren a finalement craqué et m'a tout avoué. La destruction financière d'Henri allait bien au-delà de ce que quiconque savait. Il avait saturé 3 cartes de crédit au nom de Maren, accumulant plus de 155 000 $ de dettes, uniquement parce qu'il aimait jouer et qu'il n'était pas très doué. La goutte d'eau fut lorsqu'elle découvrit qu'il avait mis en gage la collection de bijoux anciens de sa grand-mère, des pièces transmises dans la famille depuis des générations et destinées à ses futures filles. Elle gardait tout cela secret par honte. Elle a admis qu'elle connaissait les problèmes de jeu d'Henri depuis des mois, mais s'était convaincue qu'elle pouvait gérer la situation seule. Mais ça n'arrivait jamais, car il replongeait toujours dans ses travers. Au moment où nous quittions le commissariat, Maren a reçu un appel d'un numéro inconnu. Un homme avec un fort accent exigeait 5 000 $ avant minuit, disant qu'il commencerait à lui envoyer des photos de ce qu'il ferait à Henri si elle ne payait pas. Maren était en larmes, prête à vider son compte retraite pour obtenir l'argent. J'ai réussi à la convaincre de me laisser m'en occuper. J'ai commencé à parler à ce type et j'ai enregistré l'appel sur mon téléphone, que j'ai immédiatement apporté à la police. Cette fois, ils ont pris l'affaire au sérieux. Il s'avère que ces usuriers étaient déjà sur le radar pour des stratagèmes d'extorsion similaires. Ils ont mis en place une opération coup de poing, prévoyant de les arrêter lorsqu'ils viendraient chercher l'argent. Ce soir-là, ils avaient les 2 usuriers et Henri en garde à vue. Voici le rebondissement, Henri allait bien. Je ne pense pas qu'il ait été kidnappé ou retenu contre sa volonté. Il se cachait dans l'appartement des usuriers, pensant pouvoir rembourser sa dette en les aidant. Les usuriers ont été arrêtés pour extorsion, mais Henri a été relâché car il a affirmé qu'il l'avait forcé à les aider. Maren me tient toujours pour responsable de tout cela. Elle ne cesse de dire que si je ne l'avais pas confronté au barbecue puis chez Queen, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle affirme que je l'ai poussé au désespoir en détruisant son estime de soi. Nos parents commencent enfin à voir la réalité de la situation, mais ils insistent encore sur le fait que j'aurais dû m'y prendre autrement dès le départ. Je ne sais pas ce qui est pire, voir ma sœur continuer à trouver des excuses pour quelqu'un qui détruit activement sa vie, ou savoir qu'Henri est toujours dehors, prêt à continuer à manipuler et mentir à tout le monde. Mise à jour 3. Tout ce que je pensais comprendre de cette situation a été complètement bouleversé. Hier matin, Vera, l'une des plus proches amies de Maren à l'hôpital, que je connais aussi même si nous ne sommes pas intimes, s'est présentée à ma porte à l'improviste. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus garder pour elle ce qu'elle savait, car elle voyait à quel point cela m'affectait, même si Maren lui avait fait jurer de ne rien dire. Vera et moi sommes restés assis à ma table de cuisine pendant presque 3 heures pendant qu'elle me racontait la vérité. Selon elle, Maren préparait sa fuite d'avec Henri bien avant l'incident du barbecue. Elle avait méticuleusement tout documenté, prenant des photos de factures impayées, sauvegardant des captures d'écran de comptes bancaires avec des retraits suspects, et notant les dates et les montants de l'argent disparu de son portefeuille. Elle avait même un dossier de messages textes où Henri admettait avoir pris de l'argent sans demander et promettait de le rembourser. Maren préparait soigneusement son dossier, consultant secrètement un avocat spécialisé en divorce. 2 mois avant le barbecue, elle avait ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque et y transférait de petites sommes, en faisant attention à ne pas alerter Henri. Vera m'a montré des messages envoyés par Maren, il y a 3 mois, dans lesquels elle parlait de sa stratégie pour quitter la relation. J'ai aussi vu une photo prise par Vera d'un carnet où Maren consignait les mensonges d'Henri. Il y avait des pages et des pages de fausses déclarations documentées, de faux entretiens d'embauche qui n'avaient jamais eu lieu, des événements de réseautage inexistants, et des formations qu'Henri prétendait suivre mais auxquelles il ne s'était jamais inscrit. Maren vérifiait tout, appelant les entreprises pour confirmer les rendez-vous d'entretien et contrôlant les dates d'inscription au cours. Je dois dire qu'elle rassemblait énormément de preuves pour une procédure de divorce. La confrontation au barbecue s'est en réalité parfaitement intégrée au plan de Maren. Vera a expliqué que Maren y avait vu le catalyseur idéal, une démonstration publique de la véritable nature de Henri, qui aiderait sa famille à comprendre pourquoi elle devait le quitter. Elle avait même envoyé un texto à Vera juste après, disant « C'est exactement ce qu'il me fallait. Maintenant, tout le monde peut voir ce que je subis. » Mais quelque chose a terriblement mal tourné. 3 jours après le barbecue, toutes les preuves rassemblées par Maren avaient disparu. Le dossier sur son ordinateur contenant toute la documentation avait été supprimé. Son carnet de notes s'était volatilisé. Même la boîte mail séparée qu'elle utilisait pour communiquer avec son avocate en divorce avait été effacée. D'une façon ou d'une autre, Henri avait tout trouvé et détruit. C'est là que la véritable manipulation a commencé. Henri a dit à Maren que perdre toute cette documentation était un signe de l'univers qu'il devait réparer leur relation. Il lui a affirmé que, n'ayant plus de preuves, la quitter la ferait passer pour une croqueuse de diamants, surtout puisqu'il n'avait pas d'emploi. Mais il y a pire, Henri l'a fait chanter avec quelque chose d'encore plus grave. Vera n'a pas voulu me dire exactement de quoi il s'agissait, affirmant que Maren devait m'en parler elle-même, quand elle serait prête. Mais c'est assez sérieux pour que Maren soit passée de « prête à le quitter » à « le défendre coûte que coûte ». Vera pense que c'est la raison pour laquelle Maren a repoussé tout le monde et agi de façon si étrange. J'ai transmis toutes ces informations à nos parents. Maman a fondu en larmes en voyant les messages datant de ces mois-là, comprenant enfin à quel point Maren souffrait en silence.
Papa voulait aller à la police pour le chantage, mais nous ne pouvons rien faire sans la coopération de Maren. Vera pense que Maren approche de son point de rupture. Après l'incident avec les usuriers, Maren a commencé à lui poser des questions sur son ancienne documentation, essayant de se souvenir des preuves qu'elle avait. Vera a secrètement conservé des copies de certaines de leurs conversations par texto, au cas où Maren en aurait besoin un jour. Le plus difficile est de savoir que nous ne pouvons pas précipiter les choses. Maren doit accepter la réalité par elle-même, à son rythme. Vera s'inquiète pour son état mental. Elle dit avoir remarqué des erreurs au travail, causées par le stress et la distraction. Pour l'instant, nous avançons sur des œufs, en essayant de maintenir le dialogue tout en cherchant des moyens d'aider Maren à voir la vérité. Mise à jour 4. La vérité a éclaté cette semaine, et c'est à la fois pire et mieux que tout ce que l'on pouvait imaginer. Après plusieurs jours de silence, Maren s'est présentée chez moi à 3 heures du matin mardi, après son service. Elle était prête à parler. Le chantage qu'Henri exerçait sur elle concernait un incident survenu à l'hôpital il y a 2 ans. Un patient était décédé sous les soins de Maren, lors d'un service de nuit. Une enquête complète avait eu lieu, et Maren avait été blanchie de toute responsabilité. Le patient souffrait d'une pathologie non diagnostiquée que personne n'aurait pu détecter à temps. Mais Henri avait trouvé des emails entre Maren et une autre infirmière discutant du cas, où Maren se demandait si elle aurait pu faire quelque chose différemment. Les emails en eux-mêmes étaient anodins, une infirmière cherchant à s'améliorer, mais Henri les avait manipulés et modifiés pour faire croire que Maren avait reconnu avoir commis une grave erreur dans les soins prodigués. Il avait menacé d'envoyer ces emails falsifiés au conseil de l'hôpital, à la famille du patient et à l'ordre des infirmiers si elle le quittait. Maren était terrifiée, elle craignait de perdre son permis d'exercer, sa carrière et de subir de possibles conséquences juridiques. Elle avait passé des mois paralysée par cette menace, regardant Henri vider ses comptes et accumuler des dettes, trop effrayée pour dire quoi que ce soit. Le tournant est arrivé la semaine dernière, lorsqu'elle a surpris Henri en train d'essayer de pirater sa messagerie professionnelle, à la recherche de nouveaux éléments à utiliser contre elle. Maren est allée directement voir la direction de l'hôpital et leur a tout raconté. Elle leur a montré les emails originaux, expliqué la tentative de chantage et détaillé tous les abus financiers d'Henri. L'équipe juridique de l'hôpital est immédiatement intervenue. Non seulement ils soutiennent Maren, mais ils poursuivent aussi Henri pour tentative d'extorsion et cybercriminalité. Les papiers du divorce ont été déposés hier. L'avocate de Maren, recommandée par l'équipe juridique de l'hôpital, est combative et expérimentée dans les affaires d'abus financiers. Ils ont déjà gelé tous les comptes et documentent chaque centime volé ou perdu au jeu par Henri. L'ordonnance de protection a été approuvée ce matin après que Maren a montré au juge des preuves du comportement d'Henri. Nos parents ont aidé Maren à déménager hier pendant qu'Henri était au bar. Elle loge maintenant dans leur maison d'hôte, où il ne peut pas la trouver. Papa a engagé une société de sécurité pour installer des caméras et changer toutes les serrures. Maman passe en revue les relevés financiers de Maren pour l'aider à documenter tous les méfaits d'Henri dans le cadre du divorce. Henri a essayé de se présenter sur son lieu de travail, mais l'équipe de sécurité de l'hôpital l'a rapidement intercepté. Même ses propres parents ont fini par contacter Maren pour s'excuser. Quinn a accepté de témoigner sur le jeu compulsif d'Henri et son implication avec les usuriers. La police s'intéresse à nouveau à l'affaire maintenant qu'il dispose de preuves du chantage. Même l'ancien patron d'Henri dans la société pharmaceutique a pris contact. Il s'avère qu'Henri n'avait pas été licencié pour des raisons économiques, mais renvoyé pour avoir volé des échantillons afin de les revendre. Maren a commencé une thérapie hier. Elle dit vouloir comprendre comment elle a pu en arriver là, passer d'une femme forte et indépendante à une personne vivant dans la peur de son propre mari. La Maren que j'ai connue revient peu à peu. Elle se concentre sur son travail d'infirmière, domaine où elle a toujours excellé. Quant à notre relation, nous la reconstruisons prudemment. Elle s'est excusée d'avoir laissé Henri me monter contre elle, et je me suis excusé de ne pas avoir trouvé un meilleur moyen de l'aider plus tôt. Nous prenons les choses un jour à la fois. Hier, elle a même réussi à rire de quelque chose pour la première fois depuis des mois, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Henri. Son avocat l'a laissé tomber après qu'il se soit présenté ivre à un rendez-vous. Il risque maintenant des accusations criminelles pour chantage et fraude financière. Parfois, j'ai encore du mal à croire que tout cela ait commencé à cause d'un simple barbecue de famille, mais maintenant Maren est libre, et c'est ce qui compte. Elle a encore un long chemin devant elle, mais au moins, elle ne le parcourt plus seule. Mise à jour 5. Je sais que vous voulez entendre que tout ce chaos déclenché par Henri, qui, à un moment, a presque semblé avoir été causé par moi lors de ce barbecue de la colère, est enfin terminé. Eh bien, pour la tranquillité d'esprit de ma demi-sœur et la mienne, on peut dire qu'Henri va être occupé un moment en prison. Pour fraude financière, il a pris 5 ans, et pour chantage, il a pris 8 ans. Le divorce est également finalisé. Avec ses ennuis judiciaires, c'était plus simple. Quand tout a été déposé, il a été placé en détention car il était considéré comme un risque de fuite, donc le divorce ne s'est pas déroulé comme un divorce normal. C'était mieux pour Maren, puisqu'elle n'a pas eu à se retrouver face à face avec son agresseur. Pour ceux qui demandent comment va Maren aujourd'hui, je suis heureux, de dire qu'elle va très bien. Elle a retrouvé son ancien moi, non seulement parce qu'elle s'est débarrassée d'Henri,
mais aussi parce qu'elle n'a plus à travailler autant d'heures, ce qui lui permet de dormir davantage. Un meilleur sommeil aide toujours à lutter contre la dépression. Je pense qu'Henri savait comment utiliser cela à son avantage, car il est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui est fatigué, déprimé et épuisé. C'est une tactique souvent utilisée dans les techniques d'interrogatoire pour briser la volonté d'une personne. Heureusement, ma reine avait des gens qui se souciaient d'elle, et c'est ce qui l'a sortie de cet endroit sombre. Elle a aussi pu payer les mois de loyer en retard, grâce à l'aide de mes parents. Savoir que l'on a un toit au-dessus de sa tête aide également à réduire le niveau de stress, donc ce ne sont que de bonnes nouvelles pour elle. Et pour ceux qui se posent la question, oui, les barbecues sont de retour dans notre famille. Mais maintenant, je m'assure de ne faire aucun commentaire ni suggestion. Je ne veux pas me retrouver mêlé, à un nouveau drame. Même si, dans ce cas, le drame a aidé ma reine, donc je ne le vois pas comme entièrement négatif. Au moins, j'ai eu droit à des excuses de mes parents et de ma sœur pour tout ce qui s'est passé. Mise à jour 6. J'ai une nouvelle concernant Henri, et j'ai hésité à savoir si je devais la partager ou non. Puisque je suis là, vous connaissez ma décision, mais j'avais des doutes à cause du caractère choquant de l'information. Il a eu un accident pendant une tâche de travail en prison. Certains détenus ont différentes activités pour occuper leur journée, et dans son cas, il avait choisi de travailler en cuisine. Mais une de ses manches s'est prise dans une machine, qui a entraîné son bras avec elle. Ils ont réussi à arrêter la machine avant que cela ne devienne pire, mais les dégâts étaient si graves qu'ils ont dû amputer pour lui sauver la vie. Voilà pourquoi j'ai hésité à faire cette mise à jour, cela ne nous affecte pas directement, mais en même temps, Henri a été un personnage central dans mes publications. Je vous laisse décider si j'ai bien fait de partager cela ou non.